Alors, comme vous savez, c'est une vidéo en direct. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait une vidéo en direct. Je l'ai juste annoncé ce matin parce que de toute manière, cette vidéo restera sur la page Facebook et elle sera demain sur YouTube. Donc, il n'y a pas de problème si vous la manquez ce soir. Hein, l'important était de la faire. Voilà, la semaine dernière, j'ai annoncé qu'une vidéo allait suivre. Alors, cette vidéo, elle aurait été consacrée au livre que je vais remontrer parce que c'est un livre intéressant, au livre de Michel Vallée, aux éditions Pégase, qui a réédité un texte de Gérard de Sède, ce texte daté des années 70, et c'était donc un livre consacré au graffiti de Gisors. Donc a priori quelque chose de très technique sur la forteresse de Gisors, donc pas trop sur notre affaire, mais comme ce livre, comme ces graffitis étaient commentés par Gérard de Sède, cela prenait un intérêt, j'allais dire, différent. C'est toujours intéressant de voir un texte de Gérard de Sède, nous qui avons été élevés avec lui, c'est lui qui nous a fait aimer ces livres d'aventure qu'il a écrits, c'est lui qui nous a fait chercher les trésors et des Templiers et des Visigoths avec la Bessonnière. Donc toujours voir un texte de Gérard de Sède, c'est toujours intéressant. Et alors, ce texte était d'autant plus intéressant que lors de toute l'enquête, qui dure depuis un an, sur Gisors, ça fait un an qu'on fait des découvertes, on nous avait fait passer des messages, euh, et c'était des gens, j'allais dire, qui étaient très très proches de ce qu'on appelle le prieuré de Sion. Alors des gens de l'époque, des années 70, d'ailleurs il y en a un qui entre deux est mort, qui nous a passé le message de dire vous devriez vous intéresser à cette personne, et l'autre vit encore, et il nous a dit allez voir un peu cette histoire, et Pierre Plantard est intervenu dans sa composition. Donc voilà. Donc, j'allais dire, ça nous paraissait intéressant que Gérard de Sède, puisque les deux livres qu'on avait pointés, qu'on avait marqués, ces deux livres étaient en toutes lettres inscrits dans le livre qui était paru donc 50 ans après son écriture. Donc on se disait que ça avait sans doute une certaine valeur, les informations que nous avions eues avaient une certaine valeur. Alors, donc, on a cherché, on a écrit à un des auteurs d'un livre, on va en parler, la dernière fois, je n'avais pas dit quel livre c'était, là, on va aller parler, ces livres sont là, on va en parler, ne vous inquiétez pas. Donc, ces livres ont été édités dans les années 70, tous les deux, et ces livres, donc, parleraient alors pas de l'affaire de Gisors, mais parleraient, le premier, je vais vous le dire, le premier s'appelle Le jeu du souterrain. C'est un livre qui a été écrit par Françoise Mallet-Joris, qui a été écrit donc dans les années 70 par Françoise Mallet-Joris. Et ce livre raconte l'histoire d'un écrivain qui s'appelle Robert. Et cet écrivain, on l'incite à écrire un livre, le livre d'un chercheur de trésors, donc d'un gardien de château, un gardien de château qui a creusé toute sa vie après et en cherchant un trésor. Alors ça se passe pas dans le Vexin, ça se passe dans le Cotentin, mais c'est exactement l'histoire de l'Aumois. Exactement l'histoire de l'Aumois. Sauf que Françoise Mallet-Joris ne parle pas tellement même si on va lire quelques extraits, même si elle évoque la forteresse de Gisors, elle évoque le trésor des Templiers, mais elle est surtout intéressée par la vie et par les motivations de son héros, qui est donc qui est censé représenter Gérard de Sède. De toute manière, il n'y a pas trop d'hésitation à avoir. C'est Gérard de Sède, puisque lors de la sortie du livre, Gérard de Sède voulait porter plainte pour plagiat. Alors, il n'y a pas forcément un plagiat si on compare aux Templiers sont parmi nous, mais c'est vrai que c'est l'histoire de Gérard de Sède, l'histoire avec sa femme, l'histoire avec Pierre Plantard, et l'histoire avec tout ce qui tourne autour de Roger Laumois. Alors, pourquoi Françoise Mallet-Joris? Alors, Françoise Mallet-Joris, c'est une auteure belge, très connue. Son père était ministre en Belgique, sa mère, c'est une des plus grandes représentantes de la classe littéraire belge. Ce sont des gens très cultivés, très, très fortunés, très connus en Belgique. Donc, Françoise Mallet-Joris se marie relativement jeune avec donc un
personnalité qu'on connaît bien dans le monde de Rennes-le-Château, puisque c'est Robert Amadou, se marie avec Robert Amadou, qui est un ésotériste, qui est un monsieur qui a été très influent dans toute la fin du XXe siècle. Il est mort en 2006, je crois. Il a été très influent dans tous les milieux ésotériques, occultistes, et c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour tout ce qui tourne autour du martinisme. Alors, donc, Robert Amadou connaissait Amblin, connaissait Plantard, connaissait tous les gens qui étaient autour, il connaissait Paul Lecourt. Donc voilà, donc à la limite, Françoise Maljoris, par cet intermédiaire-là, aurait pu connaître les gens qui ont participé à l'écriture des Templiers sont parmi nous. Elle va divorcer, elle se mariera ensuite avec le frère de Pierre Jox, le ministre de l'Intérieur, donc un nommé Alain Jox. Elle se mariera avec lui, elle va divorcer rapidement, elle n'aura pas d'enfant d'ailleurs, et elle se remariera. Donc c'est pour son troisième et dernier mariage, j'allais dire, avec un homme, puisqu'après elle se mettra, elle vivra avec Marie-Paul Bell. C'était un des premiers couples lesbiens de gens connus, de gens connus, Marie-Paul Bell et Françoise Mallet-Joris. Donc elle s'est mariée avec Jacques Delfaux. Et Jacques Delfaux, je crois que j'avais dit la semaine dernière, Jacques Delfaux était le beau-fils en fait de Henri de Montfred. Alors Henri de Montfred, encore une fois, c'est le président d'honneur des chercheurs de trésors, dont le président actif est Robert Charroux. C'est un monsieur qui était proche de Rennes-le-Château, c'est un Audois, il connaissait l'ingénieur Cros. Bon, bref, Henri de Montfred était quelqu'un également de très très proche de toute notre affaire. Ce qui fait que ce n'est pas étonnant de trouver Françoise Mallet-Joris dans cette histoire, et ce n'est pas étonnant de l'avoir raconté l'histoire de Gérard de Sède. Gérard de Sède qui, au départ, ne sait pas s'il veut écrire un livre, c'est un journaliste qui vient le voir, il dit ça serait bien que tu écrives ce livre-là. S'il est romancier, il n'a pas trop d'idées, il ne veut pas trop écrire ce livre au départ, et après il commence pas à se passionner, parce qu'il ne se sera jamais passionné pour ce livre, mais il commence à se mettre au travail, et notamment à chercher des gens qui vont pouvoir lui donner des informations, des documentalistes, et notamment, dans le livre, on décrit le documentaliste principal, c'est une dame qui s'appelle Mélusine, mais qui ressemble énormément à Pierre Plantard, et la manière dont Françoise Mallet-Joris démolit Mélusine, alors elle ne le démolit pas méchamment, Françoise Mallet-Joris écrit des livres, elle ne démolit pas les gens, mais elle la montre sous un jour qui n'est pas très valorisant. En fait, elle raconte que Mélusine est une dame qui traîne toute la journée à la Bibliothèque nationale, qui recherche au hasard des documents, et quand elle n'a pas de documents, qu'elle doit aller voir Gérard de Sède, Robert Guibal, il s'appelle dans le livre, pour lui donner des informations. Elle se promène dans la rue de Rennes. Peut-être il y a un clin d'œil à l'histoire de Rennes-le-Château, mais enfin, c'est dans son livre, elle écrit la rue de Rennes. Elle se promène, elle ramasse au hasard des livres dans des poubelles. En lisant le livre, bon, on va retrouver un extrait où elle parle, dire comment elle fait, j'allais dire, comment elle fait son marché pour trouver des informations. Donc, Mélusine s'avance rue de Rennes, cueillant des journaux dans les poubelles comme des fleurs dans une prairie. Elle a recueilli aujourd'hui un observateur presque neuf, un L, où il manque quelques pages, quelques articles découpés. Donc elle vient de passer 3 heures à la Bibliothèque nationale. Le café et le croissant offert par Robert lui feront la journée. C'est à peu près tout ce qu'on connaissait sur Pierre Plantard, quelqu'un qui mange jamais, quelqu'un qui boit du café, qui traînait à la Bibliothèque nationale, voilà. Donc elle a trouvé donc une petite chanson dans Elle. Elle a trouvé une petite chanson, et donc dans cette chanson il est marqué Temple. La chanson c'est voilà. Mais en allant par la queue des temples, il y en avait 2. Donc c'est une petite chanson. Alors temple n'aurait aucun sens, c'est temple qu'il faut lire. Les Templiers, leur double appartenance céleste et infernale que l'on devrait soupçonner. Donc voilà, donc c'est un peu, j'allais dire, la manière dont elle décrit les documentalistes de Gérard de Sède, encore une fois entre guillemets. Ce sont des gens qui trouvent des choses un peu au hasard, qui les adaptent à la demande de Gérard de Sède, et Gérard de Sède les prend et il écrit son livre.
Hein, donc voilà, après, elle va parler, elle parle de Gisors, hein, il n'y a aucun doute. Hein. Elle va parler, qui sait s'il ne découvrira pas une chapelle souterraine, puisque subsistaient au-dessus de la butte les restes d'une autre chapelle, qui serait la chapelle infernale du temple. Le deuxième temple, le temple secret. Voilà, donc, c'est tout à fait, j'allais dire, l'ambiance des Templiers sont parmi nous. Donc, le temple secret, hein, qui a perduré après la dissolution de l'ordre. Donc, voilà. Donc, ce livre de Françoise Mallet-Joris, et alors, il est intéressant, il ne donne pas aucun trait, hein, il ne donne aucune, j'allais dire, aucune solution pour trouver pour trouver des éléments de recherche pour notre affaire, notamment pour les Templiers sont parmi nous, mais en connaissant, je veux dire, la manière dont Gérard de Sède travaillait, en sachant comment il a eu ces informations par Pierre Plantard, ça nous permet de regarder ça avec un œil un peu plus lointain. On se rend compte que Pierre Plantard n'avait peut-être pas un dossier si solide que ça quand il a rencontré Pierre Plantard. Donc voilà. Donc ce livre parle de l'affaire des Templiers sont parmi nous, c'est une certitude. Vous le trouvez, ben moi je l'ai trouvé hein, d'occasion, ça coûte 1,50 €. Donc voilà, donc si vous pouvez l'acheter, le lire, je vous dis, vous n'aurez pas de solution, vous n'aurez pas la solution, mais vous aurez au moins des informations sur la manière dont ça se passait dans les années 60 et dans les années 70, quand les gens écrivaient L'Or de Rennes et Les Templiers sont parmi nous. Donc, ce livre est cité en toutes lettres hein, par Gérard de Sède dans cette petite brochure. Hein. Voilà, il est marqué hein, à la crypte de fer où dans mon corps il y a guerre, au témoignage écrit par un prêtre, 30 mystérieux coffres de fer, en passant par Françoise Mallet-Joris, par le jeu du souterrain, Gisors décidément vaut bien une messe noire. Voilà, donc ça c'est le livre de Françoise Mallet-Joris. Voilà. Vous dites, il n'est pas cher, vous pouvez l'acheter, ça coûte rien, c'est intéressant. La deuxième, donc ça, c'était, comment dirais-je, c'était, ça nous avait été recommandé donc par quelqu'un qui était très très proche hein, du prieuré Sion. Paul Rouelle était quelqu'un qui connaissait Gérard de Sède, Philippe de Cherizet, surtout Philippe de Cherizet d'ailleurs, et Pierre Plantard. Donc c'était Pierre Rouelle affirmait qu'à la base de toute cette histoire, il y avait trois femmes. Françoise Mallet-Joris, Sophie de Sède et Léa Isler. Voilà, donc ces trois femmes, la première épouse une épouse de Pierre Plantard, la première épouse de Gérard de Sède, et donc la première épouse de Robert Amadou, Françoise Mallet-Joris, auraient toutes les trois influencé, j'allais dire, leur mari pour démarrer cette aventure, pour démarrer l'écriture des Templiers sont parmi nous et toute la suite. Voilà. Donc ça, c'est Paul Rouelle. Paul Rouelle est décédé, on le sait, il y a l'année dernière, ou au début de cette année. Hein, voilà, et c'était par son intermédiaire qu'on avait mis le nez un peu dans l'univers de Françoise Mallet-Joris. L'autre personnage proche du prieuré de Sion qui nous a signalé un autre, alors là, il ne s'agit plus d'un livre, il s'agit d'un livre, mais surtout d'une série télévisée. Il vit encore, donc c'est quelqu'un qui était très proche du prieuré de Sion. On lui fait confiance, faites-moi confiance. On ne va pas étaler, parce qu'il y a un problème pour cette, c'est-à-dire pour cette deuxième affaire. Donc, c'est une série télévisée. Hein, c'est une série télévisée qui s'appelle Les Compagnons d'Éleusis. Les Compagnons d'Éleusis, une série télévisée qui est passée sur la première chaîne en 1975. Donc 1975, c'est la première année d'existence de la première chaîne française. Hein. L'ORTF est dissoute et on crée première chaîne, deuxième chaîne, troisième chaîne. Voilà. C'est pas encore privatisé, hein, loin de là, mais c'est déjà la première chaîne. Donc c'est un premier livre qui est écrit par Alain Page. Alain Page écrit un livre qui s'appelle Les Compagnons d'Éleusis. Alors le secret des Compagnons d'Éleusis. Secret des Compagnons d'Éleusis, c'est un livre qui raconte sous fond de Trésor des Templiers l'opposition de deux groupes discrets, pour pas dire carrément secrets, à Paris, hein, qui s'opposent alors pas pour la conquête du Trésor des Templiers,
mais sur une toute autre affaire, hein, qui est l'intrigue, que je ne vais pas dévoiler, que je vous laisse découvrir, puisque vous pouvez aller voir cette série télévisée. Je mettrai le lien après, c'est gratuit, hein, vous tapez Les Compagnons d'Éleusis, Alain Page, série télévisée dans votre barre de recherche, et vous avez accès aux 30 épisodes. Alors, c'est 30 épisodes de 13 minutes. Vous savez, c'était ces petits épisodes, ces petits feuilletons qui passaient juste avant le journal télévisé dans les années 70. Alors, vous verrez, c'est bien parce qu'on retrouve l'ambiance de Paris de l'époque, on retrouve des acteurs qu'on connaît, hein, vous verrez, il y a beaucoup d'acteurs qu'on a revus depuis. Bon, moi, je suis pas friand des séries françaises, mais il faut reconnaître que celle-là, il y a un vrai scénario, il y a une vraie histoire, les personnages ont des vrais caractères, c'est bien écrit, ça tourne bien, et beaucoup, j'allais dire, de petites anecdotes, de petits clins d'œil, nous faisaient penser que cette série avait été écrite plus ou moins en collaboration avec les gens qui avaient écrit Les Templiers sont parmi nous. Parce qu'il y a on fait des références au Vexin, on fait référence évidemment au Trésor des Templiers. Bon, bref, il y a vraiment des références lourdes, mais il y a vraiment des références sur les 30 coffres, par exemple. Bon, les 30 coffres de fer qu'on trouve dans la crypte, c'est une invention. Alors, je ne sais pas si c'est Laumois qui l'a inventé ou si c'est quelqu'un qui lui a soufflé, mais on le retrouve dans Les Compagnons d'Éleusis. Donc, c'est pour ça qu'on pensait que voilà, qu'il y avait eu une collaboration, ou pas une collaboration, mais que l'auteur s'était inspiré, j'allais dire, de faits qui avaient déjà été, pas réels, mais qui avaient été déjà décrits, même si c'est absolument pas un plagiat des Templiers sont parmi nous. C'est totalement une autre histoire, hein, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, on a contacté le metteur en scène, puisque l'écrivain, hein, la personne qui avait écrit le livre dont on a tiré le scénario, c'est un monsieur qui s'appelle Alain Page. C'est un grand producteur de scénarios français. Hein. Il a été oscarisé. C'est lui qui a écrit le scénario de Ciao Pantin avec Coluche. Donc, il a reçu un Oscar pour ça, pour le meilleur scénario. C'est quelqu'un qui a écrit 150 bouquins. Je veux dire, on n'a aucune leçon à lui donner. C'est vraiment quelqu'un qui a travaillé pour la télévision, pour la radio, pour le cinéma. Il a écrit des livres. Et il vit encore. Il a 95 ans. Il vit encore. Et on l'a donc contacté hein, en lui demandant, et on a peut-être été un peu trop direct et un peu pas assez précis. On aurait dû le prendre un peu différemment. Mais il s'est fâché tout rouge. Il nous a dit, vous êtes qui pour m'emmerder comme ça hein, vous êtes vraiment des petits branleurs, l'air de dire que j'ai plagié, j'ai rien plagié du tout. Voilà. Et c'est vrai qu'on ne voulait pas dire qu'il avait plagié, on voulait dire qu'il s'était inspiré peut-être du milieu, comme l'avait fait Françoise Malé-Joris. Malé-Joris, elle ne plagie absolument pas le livre de Gérard de Sède. Elle s'inspire de Gérard de Sède, de la vie qu'il avait quand il a écrit ce livre. Et nous, on pensait également, et on est resté quand même sur notre premier avis. On ne voulait pas dire qu'il y avait plagiat, parce qu'il n'y a pas plagiat. Vous le verrez en regardant cette série. Hein, il faut le regarder, c'est passionnant. Vous allez retrouver beaucoup de choses, beaucoup de clins d'œil, c'est des histoires telles qu'on les aime. Hein, il faut vraiment regarder cette série. Lui, c'est gratuit. Vous le mettez sur votre lecteur, vous regardez ça sur votre ordinateur. Vous verrez, c'est super. Voilà. Donc, mais encore une fois, on s'excuse vis-à-vis. J'ai d'ailleurs envoyé l'excuse à Alain Page et je lui ai demandé d'autres précisions parce qu'il est arrivé quelque chose depuis que j'ai fait l'annonce la semaine dernière et aujourd'hui où je vous parle. Alors, un dernier mot sur l'affaire des Compagnons d'Éleusis. Donc, Les Compagnons d'Éleusis est un livre qui est sorti en 1975. En 1975, le livre est sorti et on a tiré tout de suite le scénario pour faire la série. La série a été faite tout de suite en 75 et elle est sortie, même si à la page dit qu'il y a eu quand même pas mal de problèmes, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses assez compliquées à mettre en place. Mais et il y a eu un livre qui est ressorti après le film. Alors ce livre, je l'ai acheté, hein, donc c'est celui-là, c'est un gros bouquin, il fait 400 pages. Alors ce livre-là a été publié après la publication
de la série télévisée. Donc, il ne coûte rien, il coûte 4-5 francs, 4-5 euros. Vous pouvez l'acheter également, ce n'est pas un problème, vous l'achetez. Par contre, celui qui a été écrit avant la réalisation de la série, et c'est celui-là qui serait vraiment intéressant de découvrir, celui-là, chez Rakuten, j'ai regardé encore aujourd'hui, il coûte 50 balles. Hein, donc, vous mettez 50 euros. Et en plus, alors il y a c'est pour ça que je vous préviens, c'est qu'il y a, c'est la même couverture que la couverture de la série, hein, en générique, il y a la série. Donc, c'est la couverture, vous remarquez les compagnons d'Éleusis, voilà. Mais il y a la même couverture, le même livre. Il y en a certains qui ont été réédités, mais après la série. D'ailleurs, il est marqué sur la 4e de couverture, il a été tiré de ce livre, une série télévisée qui est passée de telle date à telle date. Donc, ces livres-là, on ne peut pas garantir qu'ils soient les originaux. Parce que ce qu'on nous a dit, c'est que le livre est sorti, évidemment, Alain Page l'a écrit normalement, comme il a écrit ses 150 bouquins qui ont tous eu du succès, et c'est ensuite, lors de la réalisation de la série, qu'il y aurait eu des interventions de la part de Pierre Plantard. C'est ce qu'on nous a dit. Je vous dis, Alain Page dit que c'est absolument faux, que lui connaît bien le réalisateur, c'est devenu un ami d'ailleurs, c'est Jean-Pierre Grimbert, il est devenu un ami, il n'y a aucun problème, il dit il n'y a pas eu de changement, bref. Nous, on vous donne les 2 versions, on vous laisse juge, regardez cette série, mais quoi qu'il arrive, peut-être, je vous dis, où Alain Page a lu les Templiers sont parmi nous, et inconsciemment, il avait dans la tête certaines, notamment ces 30 coffres en fer, bon, on ne l'invente pas, quoi, c'est pas, et il a remis dans son livre. Après, il y a beaucoup d'autres sur l'alchimie, sur le vexin, enfin voilà, il y a énormément de choses. Mais surtout, c'est ce qui est intéressant, et c'est ce que je vous demande, de toute manière, je n'ai pas besoin de vous le demander, vous le regarderez vraiment si vous allez voir cette série. Il y a 2 groupes qui s'opposent. Il y a les compagnons d'Éleusis et il y a les veilleurs. Alors nous, les veilleurs, à Rennes-le-Château et à Gisors, on connaît. Hein, il y a d'ailleurs eu un livre qui est écrit par Paul Weisen qui s'appelle L'île des veilleurs. Voilà, les veilleurs, ces gens qui seraient là pour essayer de sentir les situations, pour voir. Enfin voilà, tout le monde a déjà entendu parler des veilleurs. Dès qu'on parle de néo-templiers, on parle de veilleurs. Donc voilà. Et dans le livre d'Alain Page, il y a les veilleurs et il y a les compagnons d'Éleusis qui s'opposent. Alors l'histoire, c'est simple, c'est un groupe de personnes, les compagnons d'Éleusis, qui décident de mettre sur le marché de l'or. En pensant que ça va, l'or, en mettant des tonnes et des tonnes d'or gratuites sur le marché, ils pensent que les marchés vont s'effondrer, qu'il y aura une crise qui va se produire et que de là, on pourra reconstruire, c'est-à-dire une société qui soit plus conforme à leurs souhaits. Alors, les compagnons d'Éleusis veulent ça, c'est-à-dire qu'ils vont provoquer les choses en mettant de l'or à disposition. Alors, la recherche du héros, qui est un journaliste, ce sera de trouver d'où vient cet or, parce que l'or, il est bien réel, on voit qu'il distribue. D'où vient cet or? Est-ce que c'est de l'alchimie? Est-ce que c'est le trésor des Templiers? Bon, là, je vous laisse le découvrir. Et l'autre, donc, les veilleurs, dont on pense peut-être que là, on trouverait, j'allais dire, une ébauche de prieuré de Sion, eux, laissent passer les choses, laissent faire le temps. Dit le temps va faire son œuvre, et quand il sera temps, on pourra changer les choses. Donc voilà, c'est 2 choses, c'est les veilleurs et les compagnons d'Éleusis qui s'opposent dans ce livre. Alors encore une fois, la série est gratuite. Le livre, moi je l'ai acheté pour le lire, parce que pour voir, effectivement, il y a des dizaines, regardez, des dizaines de références où on retrouve dans nos affaires. Mais je vous précise bien qu'Alain Page certifie, et j'ai aucune raison de ne pas le croire, certifie que dans son livre, d'une part, il n'y a aucun plagiat et qu'il l'a fait simplement avec ses petits doigts, avec son papier, voilà. Après, il pense il nous dit que Grimbert n'a rien changé au scénario. Je voudrais simplement préciser que la première de cette série télévisée s'est faite en présence de Cancelier et que Jacques Vergier a servi de conseiller technique pour la série. Donc on peut penser que Hébergier et Cancelier sont intervenus sur le scénario.
Voilà, j'en dirai pas plus. On mettra le lien, hein, mais je vous dis, vous le trouverez facilement, c'est simple comme tout. Et après, si vous achetez le livre, faites bien attention, hein, quand vous l'achetez, vérifiez bien que c'est l'édition de 75. Hein, de toute manière, chez Rakuten, quand vous cliquez, il est bien marqué le numéro d'ISBN, et puis sinon, vous allez vous faire enfler, on vous demandait 40 balles pour un livre qui en vaut, hein, je vous dis, moi j'ai payé 5 euros, pardon. Je suis un peu vieux. Alors, voilà, donc ça, c'était ce que je voulais vous dire la semaine dernière, hein, ce que j'avais annoncé la semaine dernière. J'avais également annoncé que j'allais vous donner des informations sur la fameuse crypte, hein, la fameuse crypte que Gérard de Sède a brandie jusqu'à sa mort, hein, cette fameuse chapelle qu'il croyait être de Gisors, hein, la chapelle, souvenez-vous. Gérard de Sède, dans les années 80, réédite son livre, Les Templiers sont parmi nous, chez Jean de Bonneau, et il insère une gravure qui est visiblement ancienne, qui date de l'époque romantique, et où il est écrit la crypte c'est en anglais, donc Crypt of Gisors Hall, c'est-à-dire la crypte du château de Gisors. Alors, comment il insère et il dit, voilà, c'est la preuve ultime. D'ailleurs, il y croit tellement qu'il envoie cette gravure à tout le monde, à tous les gens de Gisors, en disant, voyez, j'avais bien raison, l'Aumois avait bien raison, il a trouvé la chapelle. La preuve, c'est qu'on a trouvé dans un musée français une reproduction de cette chapelle. Et cette reproduction est légendée, et ça a été légendé au 19e siècle. Donc, il n'y a aucune raison de remettre en doute cette gravure. Et de fait, il n'y a pas grand monde qui l'a remis en doute. Bon, il y en a certains qui ont dit, ouais, c'est pas la même, c'est une crypte qui se trouve sous une autre église de Gisors. Il y en a qui disent, non, elle est un peu plus loin. Bref, même le docteur Dardel a hurlé à la mort, non, non, il n'y a rien à Gisors, on n'en parle plus. Monsieur Godard, qui est la personne qui est le documentaliste de Gisors à l'heure actuelle, hein, qui est un monsieur très au fait, hein, de toutes ces choses, il m'a dit encore, il m'a confirmé par mail il y a quelques temps, qu'il ne connaissait pas l'origine de cette gravure. Nous, on a retrouvé donc l'origine de cette gravure. C'est une gravure qui représente donc le crypte, effectivement, en dessous du château de Gisors ou de Gisors Hall, c'est-à-dire de la maison de Gisors. Et en fait, pourquoi Gisors Hall, hein, je l'avais expliqué la semaine dernière, c'est la maison de Jean de Gisors. Jean de Gisors était le maire de Londres. Il avait une grande maison dans les quartiers est de Londres. En dessous, il avait une cave en forme de crypte. Et c'est cette crypte qui a été représentée dans un journal le 15 mai 1852. Dans le journal, ça s'appelle l'Illustrated London News. Donc, l'Illustrated London News a publié un reportage sur la maison de Jean de Gisors et il a montré la crypte. C'était un dessin donc de 1852. Alors, comment ça s'est passé et pourquoi Gérard de Sède croyait dur comme fer à la véracité de cette crypte? Un jour, il reçoit une information, il y a quelqu'un qui lui dit Monsieur de Sède, je crois que j'ai trouvé la crypte du château de Gisors, elle est représentée dans un musée français. De Sède dit, ah bon, quel musée? Le musée des arts décoratifs à Paris. Si je suis, vous voyez, c'est le légendé, donc voilà, donc il téléphone. Gérard de Sède appelle un de ses amis, René Milon, qui lui aussi vit encore, qu'on a eu au téléphone, qui nous a envoyé des mails et qui nous a confirmé que ça se passe bien comme ça. Gérard de Sède habite à cette époque-là dans le centre de la France. Il appelle donc René Milon. Ils ont travaillé ensemble à l'AFP, hein, René Milon étant photographe. Donc il appelle, il dit René, je vais te demander un service. Est-ce que tu pourrais aller au musée des arts décoratifs, telle référence, et tu fais la photo. Normalement, on devrait trouver une chapelle voûtée, souterraine. René Milon va au musée des arts décoratifs. Il se rend dans le rayon villes et villages de France. À la lettre G, il sort le catalogue Gisors, il ouvre, il regarde, tous les bâtiments de Gisors y sont représentés, et la chapelle, Crypt of Gisors, Toll. Bon, donc, il fait la photo, il fait le négatif. Il nous a envoyé d'ailleurs ce négatif, René Milon, et il envoie le négatif à Gérard de Sède. Gérard de Sède est persuadé, il n'y a aucune raison de ne pas le croire,
à ce qu'il voit. Il dit, cette crypte existe. L'Aumois l'a véritablement trouvée. La preuve, il y a une gravure qui date de plus de 100 ans, 150 ans, qui le prouve. Voilà pourquoi il va rester accroché à cette idée jusqu'à sa mort en 2003. Il va mourir en 2004. En 2003, il écrit un long article dans Thésomag sur l'affaire de Gisors, et il redit, il redonne d'ailleurs la photo de la, comment dirais de la gravure de Gisors Toll. Il a été, alors, est-ce qu'il a été manipulé, ou est-ce que c'est quelqu'un qui, de bonne foi, a vu au musée? En fait, pourquoi, c'est quoi, comment elle arrive là, cette gravure? Monsieur Massier, hein, qui est un collectionneur, qui collectionne tout ce qu'il trouve, des photos, il découpe des journaux, il a des centaines de milliers de photos, c'est un collectionneur compulsif. Il avait des centaines de milliers de photos qui étaient classées par ordre, par les animaux, les plantes, les fleurs, les bâtiments, les villes, tout. Quand il est mort, en 1910, il a donné ses collections, M. Massier, au musée des arts décoratifs. Et au musée des arts décoratifs, on a encore aujourd'hui la collection Massier. Voilà, et ça a été rangé. Mais M. Massier, lui, il a trouvé le journal anglais, donc hein, c'est le journal de l'Illustrated London News. Il a trouvé, il a vu les trucs, il a vu Gisors, il l'a mis dans le catalogue Gisors. Il n'a pas pensé à mal, il a cru, il s'est dit c'est ça, il n'y a aucun doute. Et il l'a mis de bonne foi. Vous ne pouvez pas imaginer que 100 ans après, cette image allait poser des problèmes. Et Gérard de Sète, donc, quand on lui donne cette information, il le croit. Alors maintenant, le tout est de savoir, c'est qui a donné l'information à Gérard de Sète. Alors on ne sait pas. On ne sait pas que Gérard de Sète ne l'a jamais dit. Peut-être le sait-il pas. Il a peut-être reçu une information, un courrier, hein, en disant, c'était à l'époque, hein, c'est en 1980, peut-être quelqu'un a envoyé une lettre en disant, ben voilà, monsieur de Sète, j'ai trouvé ça, par l'intermédiaire de son éditeur, pour ne pas. Mais au cours de mon enquête, là, cette année, hein, ça a duré quasiment un an, cette enquête, j'ai eu beaucoup de relations avec des gens de Gisors, et à Gisors, bon, Gérard de Sète, il n'est pas aimé beaucoup, hein. Et on se fout un peu de sa gueule, notamment tous les gens qui ont participé autour du docteur Dardel à cette affaire. Donc, un de ces, je ne veux pas dire qui, hein, mais il y a un monsieur qui m'a envoyé, il dit, moi je connais l'origine de cette gravure. D'ailleurs, j'ai des cadres chez moi qui représentent cette gravure, juste sous deux angles d'ailleurs, hein, l'angle. Et donc je lui ai demandé, il m'a jamais répondu, hein, je lui ai demandé, qui vous a donné, il m'a pas dit que c'était, il m'a pas donné le nom du journal, il m'a dit que ça représentait une cave en Angleterre, il savait pas plus, voilà. Mais c'est quand même significatif. Il y a quelqu'un à Gisors, il y a quelqu'un qui savait que cette gravure ne représentait pas la fameuse chapelle Sainte-Catherine. Alors ce monsieur, hein, c'est son père et qui faisait partie du conseil municipal, du comité d'Ardel, des Amis du Vieux Gisors, est-ce que c'est pas quelqu'un du Vieux Gisors qui, pour se foutre de la gueule ou pour un peu se venger de tout ce que Gérard de Sède avait fait subir à la bonne ville de Gisors, est-ce que c'est pas quelqu'un qui l'a volontairement envoyé à Gérard de Sède pour le berner simplement, pas pour le manipuler, parce que bon, l'affaire était finie en 88, mais pour le berner. Toujours est-il qu'on connaît maintenant l'origine de cette chapelle, de cette gravure de la chapelle. Il n'y a plus aucun mystère. Elle vient d'un journal anglais qui a été découpé par un collectionneur à la fin du siècle, sans doute à la fin du siècle 19e, hein, du 19e siècle, et qui a été en 1910 donné au musée des arts décoratifs pour être placé dans ce qu'on appelle les collections Massier. Donc voilà. Ça c'est ce que je vous avais promis dans la précédente, dans la précédente annonce, on allait parler de ça. Alors je vous dis, j'ai mis rapidement ce matin parce que j'arrivais pas à la faire cette vidéo, c'est trop compliqué. On a tous les jours de nouvelles découvertes. Quand j'ai passé cette annonce la semaine dernière en disant que dans 10 jours j'allais passer la vidéo, donc celle qu'on voit maintenant, le lendemain j'ai reçu d'un informateur généralement bien qui est bien, comment dirais-je, qui a beaucoup de flair et qui sait grosso modo ce que je veux, pour ne pas la nommer, c'est la chercheuse masquée, m'a envoyé un lien en disant sans doute ça va vous intéresser. Alors au début, quand j'ai vu le lien, je me suis posé la question de savoir si c'était pas un piège
hein, si c'était pas quelque chose qui était un peu, parce que je ne connaissais pas, il fallait d'abord se mettre sur une application, je ne connaissais pas, j'allais dire, ce type de lien, pour aller écouter donc un reportage qui avait été fait dans les années 80 par une journaliste. Et ce reportage, pour beaucoup de raisons, n'avait pas eu l'audience escomptée, ce qui fait que peu de gens l'avaient entendu. Et la personne, c'était l'époque, hein, c'était un reportage qui avait été passé dans une radio locale. À l'époque, il n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas d'internet, donc on passait l'émission. Et si on l'avait pas entendu, ben, il est trop tard. Là, les gens qui n'ont pas entendu cette vidéo, ils pourront la regarder demain, ils pourront la regarder dans 3 jours. À l'époque, on ne pouvait pas. Donc, il y avait peu de gens, en fait, qui avaient vu qui avaient écouté, c'était un podcast, hein, c'était à la radio, qui avaient écouté cette série d'émissions. Il y a une quinzaine d'émissions, il y a 15 émissions de 7 minutes, c'est un vrai reportage, hein, donc de près de 2 heures, qui est fait par une journaliste très professionnelle, qui est allée vraiment au fond des choses. Donc, déjà, c'est émouvant parce qu'on entend Gérard Desailles qui parle de son affaire, qui parle de choses, on entend beaucoup de gens qu'on connaît, on entend les personnes de Gisors, et surtout, on a accès à des documents dont on n'avait jamais entendu parler, qui à l'époque, ça a été fait par une journaliste qui ne connaissait pas particulièrement l'affaire de Gisors. Elle était intéressée par les Templiers, donc elle a fait son travail, elle a fait un grand travail. Mais bon, elle a eu accès à des documents, on lui a donné des documents, elle a fait son travail de mission, et après elle est passée à autre chose. C'est-à-dire que c'était son travail de journaliste. Le lendemain, il y avait l'actualité, il y avait d'autres thèmes, ce qui fait que peu de monde l'a vu, et personne n'a réagi. Et quand on le voit 30 ans après, quand on écoute, quand on voit les documents qui sont décrits dans ce reportage, on est estomaqué. Dans ce reportage, il y a une lettre qu'envoie Laumois, où il parle déjà de son affaire en 1950. Et encore, c'est une conversation qui a démarré en 1949, où il cite dans cette lettre des personnes qui ont participé aux premières recherches. Il n'était pas seul. Laumois n'était pas seul quand il a commencé à fouiller. L'histoire à la mairie de Gisors, où on rebouche, ça s'est sans doute pas passé comme ça. Ça s'est sans doute pas passé comme ça. Bref, évidemment, quand on voit une lettre de Laumois qui était inconnue, que personne n'avait jamais vue, quand on l'a en main et quand on voit qu'il y a des noms dessus, il est évident qu'on téléphone aux personnes, hein, pour avoir des informations. Et nous avons une réponse d'une fille qui, alors à l'époque, elle était jeune, elle avait 16 ans, elle a 92 ans à l'heure actuelle, mais elle se souvient très bien de cette époque. Elle a connu Laumois, elle a connu les gens qui fouillaient avec elle, et elle nous a donné des informations. On en attend d'autres, parce qu'il y a des personnalités dans les gens qui fouillent avec Laumois. C'est pour ça que je ne voulais pas faire cette vidéo, parce que de nouvelles informations arrivaient systématiquement, notamment l'affaire du secret des compagnons d'Éleusis, hein, dans le reportage. Alors ce reportage, il n'est pas accessible pour l'instant pour des questions de droit, hein. Il y a des questions de droit. Donc la personne qui a fait le reportage, que j'ai contacté, que j'ai eu, hein, elle a demandé à ce qu'on ne diffuse pas pour l'instant ces podcasts, hein. Donc on ne donnera pas le lien, mais il est évident qu'on le donnera, hein. Il y a pas on attend la réponse. Tout s'est fait cette semaine, hein. Donc voilà. Donc je voulais vous informer de ça. C'est que cette affaire des 2 livres, qui était, j'allais dire, anecdotique, hein, par rapport à l'histoire de Gisors, cette affaire des 2 livres, elle a débouché sur quelque chose de beaucoup plus important. Et donc dans une prochaine émission, je vais d'abord essayer de faire un duplex, c'est-à-dire d'interroger, de discuter avec la personne qui a fait ce reportage, parce que, alors elle connaît bien l'affaire des Templiers, mais c'est vrai qu'elle ne connaît pas l'affaire de Rennes-le-Château. Elle connaissait bien Gérard Desailles, très bien Gérard Desailles d'ailleurs. Mais voilà, donc ce sera intéressant de parler avec elle, et ce sera intéressant qu'elle nous raconte comment en 1980, quand on avait oublié les Templiers pour passer à Rennes-le-Château, on était en pleine affaire des Anglais à cette époque-là, comment à Gisors on parlait de ce qui s'était passé 20 ans plus tôt. Et vous verrez, c'est vraiment intéressant.
Je vais mettre les liens donc de notre série télévisée, hein, les compagnies télévisées. Regardez-le, vous verrez, c'est bien. En plus, c'est bien, c'est des petits épisodes, on peut regarder en 3-4 jours, il n'y a aucun problème. Pour le deuxième podcast, je ne peux pas le mettre pour des raisons, je vous ai dit, de droit, hein, et c'est pas, d'ailleurs, c'est pas de la coquetterie, c'est la vérité. On ne peut pas le mettre maintenant, voilà, mais on le mettra, il n'y a aucun problème. Alors, ce sera peut-être demain ou après-demain, mais on le mettra, ne vous inquiétez pas. Et surtout, on va faire une interview, une discussion avec la personne qui a fait ce reportage pour, pour qu'elle vous donne son avis. Et là, on le fera d'une manière un peu plus prévue, j'annoncerai à l'avant, on fera une vraie émission, pas comme ça. Là, je l'ai faite en direct, je vous dis, parce que ça me tape sur le système de devoir. Je n'ai pas de matériel pour le faire. Hein. Donc, quand c'est en direct, c'est facile. Mais dès que vous faites une vidéo qu'il faut monter, qu'il faut couper, qu'il fait des trucs, ça dure une éternité. En ce moment, je n'ai pas le temps de le faire. Voilà, comme je ne demande pas qu'on me paye un café, je n'ai pas de lien Tipeee, on ne peut pas cotiser à ma chaîne, c'est gratuit, je fais tout cadeau. Donc, voilà, je vais le faire en direct pour vous donner des informations. D'abord pour m'excuser que je n'avais pas donné rapidement. Là, je le donne d'une manière un peu, j'allais dire, un peu cavalière en direct, hein, et puis un peu à l'arraché, hein, à l'arrache, mais comme ça, c'est fait. Et on peut maintenant, surtout que c'était des détails, j'allais dire, hein, ces histoires de livres, voilà, la gravure, c'était pour finir. Mais on va repartir sur quelque chose maintenant de beaucoup, beaucoup plus important et qui va nous apprendre énormément de choses sur les tout débuts de l'affaire de Gisors. Je vous souhaite une bonne soirée. C'était sympa d'être avec vous un moment. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. À bientôt.